Place désormais à notre 4e conférence. Et quelle conférence? Avec un nouveau thème, quand le passé devient sa force. Et pour introduire ces nouveaux échanges, eh bien, place à une invitée et une femme hors du commun. Un parcours d'audace, de résilience et d'excellence appuyé par un militantisme féminisme. Ingénieure et visionnaire, diplômée de l'école polytechnique et de l'école nationale des ponts et chaussées, elle incarne la rigueur et l'audace dans un parcours alliant fonction publique et direction d'entreprises emblématiques. Elle a débuté au ministère de l'Équipement avant d'occuper des postes à la direction stratégique à la SNCF, chez Eiffage, puis à la RATP. Mais elle est surtout devenue en 2022 la 2e femme à occuper le poste de Première ministre de France. Elle revient d'ailleurs sur son mandat à la tête du gouvernement dans cet ouvrage « 20 mois à Matignon ». D'ailleurs, je connais un certain Michel B qui devrait écrire « 3 mois à Matignon ». Pas sûr que ça fasse un best-seller. Perso, j'irai pas l'acheter. Mais bon, aujourd'hui, elle est députée du Calvados. Elle va répondre à cette question. Comment les défis du passé peuvent-ils devenir les piliers de l'audace et de la réussite? Un échange mené par Audrey Régnier. Je vous demande d'applaudir extrêmement chaleureusement Madame la Première ministre et députée du Calvados, Elisabeth Borne. Madame la Première ministre, tout d'abord un très grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, c'est un honneur pour nous toutes, pour nous tous. Nous sommes très contents. Je me souviens encore de votre nomination, où avec l'entreprise dans laquelle j'officie, mais aussi la famille, on se disait oh, et en plus, c'est une Normande. On n'a jamais dit en plus c'est une femme, on s'est toujours dit en plus c'est une Normande. Parce que si vous ne le saviez pas, votre grand-père était maire de Livarot. Absolument. Voilà, donc nous avons quand même un petit lien. Hein. Même si vous êtes né à Paris, ne chipotons pas. En parlant de naissance, vous êtes arrivé le jour de la Saint-Parfait. C'est ça. Un hasard, je ne crois pas. C'est cadeau de la maison. Plus sérieusement, devenue pupille de la nation à 11 ans, votre enfance vous forge certainement votre caractère de battante et vos valeurs. Vous êtes l'exemple même de la réussite des enfants boursiers qui arrivent à faire une très belle carrière et de grandes études. Je ne vais pas revenir sur toute votre carrière, Anne l'a faite juste avant. J'aimerais vous demander personnellement votre randonnée la plus marquante ou le livre que vous choisiriez si vous n'avez plus qu'un à lire et à relire. J'ai vraiment lu votre biographie avant de faire cette interview. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur d'autres questions. Ma première, Madame Borne, pour commencer, pouvez-vous nous donner votre point de vue sur la mise en avant des rôles modèles féminins en France? En retard? Très en retard? Peut mieux faire? Vous voyez, je vous donne la choix entre ces 3 questions. 3 réponses. Alors, je pense que, comme moi, vous regardez les premiers ministres pressentis pour succéder à Michel Barnier. Et peut-être comme moi, vous êtes consterné de voir que ça ne gêne pas les médias de nous mettre 10, 12 photos d'hommes. Voilà. Donc je pense que quand on parle de la promotion des rôles modèles féminins, là, il y a un petit sujet. Parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de femmes compétentes et qui pourraient prétendre à ce genre de fonction. Donc là, en tout cas, dans la politique, on est en train de toucher le fond. Voilà. C'est le sujet vraiment brûlant, là. C'est vrai que voilà, c'est désolant. Mais en fait, vous savez, moi, quand j'ai été nommée Première ministre, la question que beaucoup de commentateurs se posaient, c'est est-ce qu'elle va tenir aussi longtemps que Édith Cresson? Ah oui. Voilà. Et quand j'ai quitté Matignon, on a dit tiens, elle a tenu plus longtemps que Édith Cresson. Du coup, en fait, vous aurez pu remarquer qu'il y a des hommes aussi qui ont tenu moins longtemps, Nous avons des flashs éclairs. Voilà. Très bien. Vous êtes une des non, mais peut-être dire que dans le monde économique, hein, heureusement, on a des très belles figures. Moi, je pense à Catherine MacGregor, Christelle Bory. Et je pense que c'est très important qu'on ait des rencontres comme celles que vous avez aujourd'hui
pour montrer qu'il y a des femmes qui réussissent en entreprise et que ça puisse donner envie à d'autres de se lancer et de viser les plus hautes fonctions. C'est aussi essentiel. Donc bravo pour ces événements. Merci beaucoup. C'est l'objectif du forum. J'espère que vous l'avez dû avec votre capsule vidéo. Absolument. Vous êtes une des rares femmes à avoir occupé le poste de Première ministre en France. À un dernier forum, on avait reçu justement Edith Cresson, qui était venue et qui nous avait confié beaucoup d'anecdotes sur sa vie politique, et certaines étaient vraiment presque choquantes. On se rend compte que c'est pas facile tous les jours quand on est une femme, et peut-être encore moins dans la vie politique. Des années plus tard, justement, quel est votre ressenti ? Alors moi, j'ai pu constater que le sexisme n'est pas mort en politique. Évidemment, ça ne prend pas la forme que ça avait à l'époque d'Edith Cresson. Moi, j'avais tenu à organiser un dîner avec elle peu de temps après ma nomination avec les femmes ministres de mon gouvernement, et elle nous avait effectivement raconté des anecdotes où c'était du sexisme vraiment décomplexé. Alors peut-être aujourd'hui, il est un peu moins débridé, mais il existe toujours. Et je pense que les commentateurs ne réalisent même pas que vous êtes en permanence jugé en référence à des codes masculins. Moi, je le raconte dans mon livre. Par exemple, quand moi j'ai visité le salon de l'agriculture, on vous dit c'est bizarre, elle mange moins de têtes de veau que Jacques Chirac, ou elle a bu moins de bière que... Vous dites oui, voilà, en fait on n'a pas exactement le même mode de vie, et en permanence vous avez des commentaires sur votre tenue, sur votre physique, ce qu'on se permet absolument pas pour des hommes. Et puis les hommes, en fait, on va dire qu'ils se serrent un peu les coudes entre eux, ils se cooptent entre eux, et donc du coup le sexisme il est toujours présent, d'une façon un peu plus insidieuse peut-être qu'à l'époque d'Edith Cresson, mais il est bien là. Insidieux, mais quotidien. Voilà. Bon, ça n'a pas encore vraiment évolué. Non. On peut faire mieux. Non, mais vous savez, je pense que quelque part... moi, j'ai été PDG de la RATP, par exemple, avant d'être nommé ministre. Je pense que peut-être l'avantage qu'on a quand on est dans une entreprise, c'est que vous avez des résultats objectivables. Et que quand vous êtes patronne d'une business unit qui a les résultats qui étaient escomptés, voire qui fait mieux que vos collègues, à la fin, ça se mesure. Et en politique, les critères d'évaluation, ils sont beaucoup moins objectivables. Il y a une partie de communication, il y a une partie de travail sur l'image. Donc du coup, c'est plus compliqué d'arriver à s'imposer si on n'a pas... Peut-être, je le dis dans le livre, on peut se dire parfois que les hommes osent tout et les femmes ont pas mal d'autocensure. Et en politique, c'est vrai que ça joue un rôle important d'avoir des gens qui osent tout. C'est vrai qu'on se dit souvent qu'on attend, nous les femmes, d'avoir 100% Absolument. des cases cochées pour prétendre à quelque chose. Alors que les hommes n'osent pas, n'attendent pas ça, en fait. Oui, moi je l'ai vu en tant que, à la fois quand j'étais... dirigeante d'entreprise et que je cherchais à recruter des collaborateurs pour mon COMEX, ou quand j'étais ministre et que je cherchais à recruter un dirigeant d'une entreprise publique, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire vous recevez des CV de messieurs qui ont... vous regardez le CV, vous vous dites il a peut-être 10% des compétences attendues. Mais le monsieur, il candidate quand même. Et puis, vous remarquez que vous n'avez que des CV d'hommes. Donc, vous vous dites je vais appeler telle femme qui me paraît avoir les compétences, et qui a plutôt le réflexe de se dire mais peut-être que sur tel point, je ne vais pas avoir exactement les compétences qu'il faut. Donc, je pense qu'il faut qu'on sorte de cette situation dans lesquelles les hommes ne voient que leurs atouts et les femmes ont tendance à ne voir que leurs faiblesses. Il faut vraiment qu'on ose davantage. Complètement d'accord. La politique est souvent perçue comme un métier de conviction, mais aussi de sacrifice. Quel a été le moment pour vous le plus audacieux de votre carrière ? Peut-être, alors je demande le plus, mais je pense qu'il y en a eu plusieurs. Celui où vous avez dû prendre un risque pour défendre une idée, un projet, peut-être contre les autres. Alors, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Peut-être, moi, quand j'ai été nommé ministre des Transports, vous savez, j'avais pas du tout envie de m'inscrire dans les pas de mes prédécesseurs qui pensaient marquer leur passage à la tête du ministère des Transports en lançant des lignes à grande vitesse, des grands aéroports, des autoroutes.
et en ne se préoccupant pas de ce qui me semble essentiel, la mobilité du quotidien. Et en réalité, ce que vivent nos concitoyens tous les jours, c'est des TER, des RER qui ne marchent pas bien parce que les réseaux se sont dégradés. C'est des territoires dans lesquels vous n'avez carrément aucune autre solution que la voiture. Et donc, moi, j'ai porté une véritable révolution dans les transports en disant l'argent, on va le mettre moins sur les grands projets de lignes nouvelles, par exemple. On peut travailler sur la ligne nouvelle Paris-Normandie, mais qui est l'amélioration d'une infrastructure existante largement. Mais on doit s'occuper des transports de tous les jours. Et donc, on a annoncé une pause dans les grands projets. Et là, on se dit, oula, il faut accrocher sa ceinture, parce que ça a pas mal tangué, mais moi, je crois beaucoup au dialogue, au compromis, et moi, j'ai réussi à convaincre qu'on ne pouvait pas mettre tous les investissements de l'État sur ces nouveaux projets et qu'il était indispensable, et pour être élu d'une circonscription rurale, ces enjeux de mobilité du quotidien, le fait que certains soient vraiment assignés à résidence, des personnes âgées, des jeunes qui n'ont pas le permis, des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de voiture, c'est à ces sujets-là que j'ai voulu m'attaquer. Et donc cette révolution, un peu tranquille et silencieuse, ça a été un combat pas facile, mais sur lequel moi j'ai tenu, et je pense qu'on a bien avancé. Finalement, c'est coordonner vision et audace avec la responsabilité du quotidien pour que tout le monde puisse vivre dans un plus grand confort. Oui, je pense que c'est vrai quand on s'engage en politique, et c'est peut-être important de le dire parce que je pense que nos concitoyens n'ont pas une bonne image des responsables politiques. Quand on s'engage en politique, pour moi, c'est pour servir son pays et c'est pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long des fonctions ministérielles et en tant que Première ministre. Et c'est pour ça que c'est super que vous soyez aujourd'hui, parce que quand on parle de peut-être la mauvaise image du monde politique, eh bien là vous allez nous démontrer totalement le contraire aujourd'hui. Donc vraiment merci encore d'être là. Des femmes ambitieuses et des dirigeants, finalement, on est souvent confrontés à des plafonds de verre. On en parle souvent, des femmes qui ont besoin d'avoir un petit coup de pouce pour aller plus haut. Est-ce que vous auriez, vous, des conseils aujourd'hui qui pourraient les inspirer pour pouvoir se dire, eh bien, je vais aller plus haut, plus loin, et puis je vais y aller? Alors, je pense qu'il y a une part de responsabilité des pouvoirs publics sur le sujet et que parfois il faut forcer le destin. C'est pour ça que moi j'ai fait voter une loi quand j'étais ministre du Travail qui impose une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances dirigeantes des entreprises. Et donc on a imposé qu'il y ait 40% de femmes parmi les dirigeants, les futurs membres des CODIR et des COMEX des entreprises. Et je pense que du coup, ça oblige les entreprises quand même à réfléchir, à préparer le vivier. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important qu'on ait aussi des structures comme la vôtre qui permettent d'avoir des réseaux pour s'entraider, pour partager des expériences, pour surmonter des moments difficiles. Je pense que c'est important qu'on ait des rôles modèles, on le disait, pour se dire que c'est possible, qu'une femme doit oser viser la tête de l'entreprise, le COMEX ou la tête de l'entreprise. Et puis moi, je crois beaucoup au mentorat. On a besoin de pouvoir avoir des conseils quand on veut accéder à des responsabilités et on a besoin d'être soutenu pour passer une étape dans sa vie professionnelle. Donc, c'est un peu ce que vous faites et je pense que c'est vraiment essentiel. Exactement, c'est exactement ce qu'on fait dans Family Challenge. Donc merci encore une fois de porter tout ça devant nous parce que ça nous rassemble en fait par nos valeurs. Je pense que votre discours est totalement vrai, s'inscrit dans la réalité aussi de nos quotidiens. Et c'est important aussi de rappeler, je reviens sur la notion de préparer le vivier, puisque ce matin on avait un intervenant qui expliquait qu'il ne recherchait pas la parité pour la parité, mais il mettait des femmes, même plus que des hommes dans son CODIR ou son COMEX, par rapport à la compétence. Et ça c'est une notion qui est vraiment importante, c'est-à-dire que mettre une femme pour mettre une femme, il n'y a aucun intérêt. Et cette notion de préparer l'avenir et préparer les compétences des femmes, c'est ça qui est important à souligner. Donc, oui. Mais vous savez, je discutais avec quelqu'un qui me disait que sa fille est ingénieure et qu'on a plutôt tendance à la dissuader d'aller dans son métier d'ingénieur en lui disant tu pourrais peut-être bifurquer vers les RH, vers des métiers plus de femmes. Et moi, je le dis aux entreprises, de toute façon, vous aurez une obligation
d'avoir 40% de femmes dans vos comités de direction ou vos comités exécutifs. Donc si vous ne créez pas votre propre vivier, vous devrez aller recruter, sans doute très cher, des femmes qui ont été formées ailleurs. Donc il faut absolument embaucher des jeunes femmes. Donc finalement, c'est malin. Voilà. Je pense que vous êtes aussi un bon exemple pour nous parler en fait de votre vie politique qui a été certainement jalonnée de défis et aussi de critiques. On va parler aussi un petit peu plus tard de l'image publique et puis l'image, la personne qu'on est dans le privé. Comme ça, quels sont les outils et astuces, si vous en avez, que vous avez pu développer pour transformer des moments difficiles en force? Alors, peut-être... moi, il se trouve que j'ai une histoire personnelle qui m'a donné beaucoup de force. Ça a été dit... moi, j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune et lui-même avait survécu à la déportation. Et ma mère s'est retrouvée toute seule à élever ses 2 filles sans revenus. Quelque part, quand vous avez des gens qui vous attaquent, vous dites voilà, mon père a survécu à la marche de la mort entre Auschwitz et Buchenwald. Et ma mère a réussi à élever ses 2 filles. Elle s'est installée à plus de 60 ans pour être pharmacienne dans une ville qui n'est pas simple, en banlieue parisienne, à Trappes. Et donc, moi, elle m'a démontré qu'on peut toujours repartir, se reconstruire et que c'est possible. Donc, mon histoire personnelle est une force. Et puis, j'ai aussi eu la chance d'avoir un collectif gouvernemental qui était soudé. Peut-être plus soudé du côté des femmes, en fait, qui mettaient moins leurs ambitions personnelles. Donc il y avait beaucoup de sororité, on va dire, dans ce collectif gouvernemental. Et ça, c'est extrêmement précieux quand vous traversez des moments de tempête. Et puis peut-être dernier point, je pense qu'il y a des moments où il faut aussi avoir un peu d'humour et se dire qu'une bonne rigolade à un moment où il y a beaucoup de tension, ça fait du bien aussi. Ça fait descendre la pression, on est d'accord. On va arriver sur peut-être une question un petit peu plus... peut-être un peu plus compliqué parce que votre fonction a fait que vous avez dû faire des choix parfois impopulaires. Et c'est votre fonction et c'est tout à fait normal. Et du coup, je fais un parallèle avec la solitude du dirigeant, parce que j'essaie de faire un parallèle avec ce qu'on vit au quotidien. On la connaît beaucoup. Vous avez dû aussi être finalement très seul à certains moments. Comment assumer en fait toutes ces décisions qui est votre image publique, en fonction et en restant connecté à vos valeurs, qui est la personne, vous avez l'ancienne première ministre, la première ministre plutôt à l'époque, et puis vous avez Elisabeth Borne. Comment arriver en fait à concilier les deux quand vous devez prendre et décider des choix qui s'avèrent impopulaires et être très seul? Alors, on peut citer la réforme des retraites, par exemple. Je ne voulais pas le faire. Qui n'a pas été la plus populaire des réformes que j'ai portées. Moi, je pense que ce système de retraite par répartition, il est au cœur de notre modèle social. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement précieux. On peut essayer de faire croire aux Français qu'on peut avoir de moins en moins d'actifs pour financer des pensions des retraités, et on peut avoir une espérance de vie qui, fort heureusement, est de plus en plus longue, sans que ça ait de conséquences sur la retraite, mais c'est mentir aux Français. Donc moi, j'avais la conviction, et j'ai toujours la conviction que c'était important de mener cette réforme. Et en même temps, moi, ça me tenait à cœur de porter pas simplement une réforme qui changeait l'âge de départ à la retraite, mais aussi de porter des valeurs qui me tiennent à cœur, de justice et de progrès. Et donc, j'ai pris beaucoup d'énergie, même si les syndicats n'en ont pas forcément rendu compte, pour identifier des situations qui méritaient d'avoir un traitement particulier. Les personnes qui ont commencé à travailler tôt, les femmes qui ont eu des carrières interrompues, qui ont dû s'arrêter, parce que c'est souvent les femmes qui doivent assumer la fonction d'aidant, des gens qui ont des métiers difficiles. Et donc, moi, j'ai porté cette réforme que je pensais nécessaire, mais en veillant à avoir ces valeurs de justice et de progrès. Et quelque part, je pense que c'est vrai qu'il y a différentes façons de faire de la politique. On peut soit regarder les sondages,
et gouverner à partir des sondages, soit se dire que si on ne s'occupe pas du moyen et du long terme, finalement, on envoie notre pays dans le mur. Et qu'à un moment donné, il faut assumer, et moi j'ai assumé l'impopularité de cette réforme, l'impact que ça a certainement sur mon image, parce que, je vous le disais, si une fois que vous avez été chef d'entreprise et que finalement vous auriez très bien pu le rester, si je me suis engagé, c'est pour faire des choses utiles pour mon pays, et c'est ça qui m'importe. Et alors, ça me fait penser, est-ce qu'on arrive en fait à un moment donné à être un peu presque blindé des critiques qu'on peut entendre à l'extérieur? On parle des réseaux sociaux, on parle de la presse. Est-ce que ça, en fait, c'est quelque chose que vous avez su prendre avec distance, ou est-ce que ce sont des choses qui vous touchent toujours entre justement vous et puis l'image publique? Alors moi, j'ai évité de lire ce qui s'écrivait sur moi. Donc ça, c'est un conseil. Non, mais je pense que c'est mieux de ne pas regarder les commentaires sur les réseaux sociaux. Une fois que vous avez posté quelque chose, vous pouvez avoir un déluge d'injures. Peut-être non. Ce qui est désagréable, et quand je parlais de sexisme en politique, je pense que c'est un autre signe, c'est que moi, j'ai eu beaucoup plus de violations de ma vie privée que mes prédécesseurs et j'imagine mes successeurs. Et c'est vrai que quand c'est vos proches qui peuvent être jetés en pâture dans un journal, là ça devient quand même assez difficile à supporter. Voilà. Ce qui serait difficile pour tout le monde. Oui. Et alors, de façon très pragmatique, est-ce qu'on arrive encore à prendre du temps pour soi quand on est Premier ministre ? En fait, je pense que c'est indispensable quand on exerce ce genre de fonction de garder ses ancres et de garder des temps qui sont vos repères personnels. C'est pour ça que moi j'ai tenu à pas habiter à Matignon, mais à rester chez moi, à faire mes courses dans mon quartier, à continuer à voir mes amis, à continuer à aller courir une fois par semaine, et à garder et à continuer à aller au cinéma parce que c'est important pour moi. Donc à avoir dans le peu d'espace temps que vous avez, à garder quand même qui sont des ancres personnelles qui vous permettent de garder votre propre cap, votre propre ligne. Mais si notre Première ministre y arrive, c'est-à-dire que nous aussi, on peut y arriver. Oui, mais après ça, vous voyez, par exemple, moi, je pense que la lecture, c'est quelque chose de très important, et c'est quelque chose de très important pour nos jeunes, mais c'est aussi quelque chose de très important pour moi, et quelle que soit l'heure, même si on a pu avoir des séances à l'Assemblée, par exemple, pour examiner des motions de censure qui se terminaient tard, moi, j'ai besoin de lire un roman avant de m'endormir, et j'ai toujours gardé ce temps, quoi qu'il arrive. Rassurez-moi, pas entier le roman. Non, pas entier, mais quelques pages quand même. Quelques pages, voilà. On va s'approcher malheureusement de la fin de notre interview. Donc, si vous pouviez donner un conseil à votre vous de 20 ans, ce serait quel conseil ? Le conseil, c'est peut-être ce que j'ai dit, vous savez, quand j'ai été nommée, en disant qu'il fallait que toutes les petites filles aillent au bout de leurs rêves. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas s'auto-censurer, il faut oser, il faut peut-être se dire qu'il faut se battre et revendiquer ce qu'on ne fait pas suffisamment, et ne pas se donner de limites et oser. On est encore d'accord. Et puis, finalement, vous savez, là, je pense que vraiment, vous nous avez donné beaucoup de vous-même aujourd'hui. Vous avez répondu de façon très sincère à nos questions. Et je vous en remercie encore. C'était des questions qui étaient très orientées sur le développement aussi de la femme, sur les succès, les astuces, les conseils. Mais je sais très bien que ce que les gens vont retenir à la fin de la conférence, c'est si vous avez une anecdote. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager ? Vous pouvez choisir, plus personnel, drôle, quelque chose que vous n'avez jamais dit. Ça restera entre nous. Voilà, en tout cas, c'était pour vous laisser la parole s'il y a quelque chose que vous aviez envie de nous partager. Non, mais peut-être, vous savez, moi, je suis très... je trouve que notre pays... il est très marqué par le déterminisme social et par le fait qu'on n'a pas les mêmes chances
en fonction de son milieu d'origine, son adresse. Moi, j'ai été un jour sur un plateau chez Monsieur Hanouna, ce qui n'est pas ce que je pratique en général, mais c'était à une époque où je portais un plan qui est peut-être la chose dont je suis la plus fière dans mon action, qui était le plan Un jeune, une solution, qui, comme son nom l'indique, part de l'idée qu'on doit être capable de proposer à chaque jeune un chemin pour s'émanciper, pour bâtir sa vie. Et j'ai été fortement interpellée par une jeune femme qui était issue d'un milieu modeste, qui avait réussi, notamment en faisant des remplacements à l'éducation nationale, à payer ses études, qui avait pris un prêt étudiant, qui avait obtenu un master en droit de l'urbanisme et de l'environnement, et qui était vraiment en colère parce qu'elle ne savait pas du tout, elle ne trouvait pas de travail. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible de laisser cette jeune femme voilà, sans appui. Et donc, je me suis dit, je vais mentorer cette jeune femme. Oui. Et j'ai pu lui ouvrir, elle s'appelle Bérénice, et j'ai pu lui proposer quelques rendez-vous. Elle a notamment pu rencontrer la plus grande étude notariale de Paris, où elle a eu son CDI, et j'étais très contente. Voilà. Vous avez aidé quelqu'un. Comme quoi, il y arrive aussi du bon sur le plateau d'Hanouna. Mais bon, ça, c'est autre chose. Par hasard, par hasard. C'était gratuit aussi, hein, voilà. En tout cas, merci énormément. Vraiment, on a eu la chance de vous découvrir différemment, sous un nouveau jour. Voilà, vous êtes notre député du Calvados. Je tenais vraiment à vous remercier très sincèrement pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous faites encore et pour ce que vous ferez. On va suivre l'actualité, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Peut-être que nous avons quelqu'un qui va repartir au gouvernement, je ne sais pas. N'en dites pas plus. Gardons le secret. En tout cas, je vous remercie à toutes et à tous de faire un triomphe pour Elisabeth Borne. Merci beaucoup. Et merci infiniment à Madame la Première ministre Elisabeth Borne et à Audrey Régnier. Audrey, t'avais oublié de dire merci à un partenaire, ma chérie, je crois, tout à l'heure. Exactement, comme personne n'est parfait et que je coche que 70% de la fiche de poste et pas 100, mais que j'y suis. J'avais oublié de remercier tout à l'heure notre partenaire, les Jeunes Pousses. Donc je tiens voilà, à dire merci aux Jeunes Pousses. Donc voilà, merci pour le... Voilà. Et puisque le temps va très très vite et que j'ai négocié avec Morgane, tu sais, qui est à fond dans le timing, je voulais officiellement, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps après, te remercier, Anne, très sincèrement pour la qualité de ton intervention aujourd'hui. Je n'ai entendu que des commentaires positifs. Attends la fin, c'est pas fini. Tu es, si on parle d'audace et d'oser, tu es clairement dans la même veine. Nous ne pouvions pas rêver de meilleure animatrice aujourd'hui. Donc et je ne dis pas ça parce que c'est ma cousine. Non, alors on ne savait pas. On a un lien de un cousinat très 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 éloigné. On ne sait pas. Voilà, on sait pas. Un cousin, un vieux tonton. T'as fait une espèce d'enquête chelou. Je veux pas savoir où t'as cherché, mais on est un peu cousine. C'est vrai. C'est le côté normand, ça. Vous savez, on est tous descendants de Guillaume le Conquérant ici. Hein. Voilà. Donc en tout cas, voilà, je voulais pareil encore une fois, qu'on applaudisse tous Anne pour la qualité de la journée. Merci beaucoup. Merci, ma vie. Évidemment, j'ai écrasé ma petite larme. Mais c'est les hormones. Je n'arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure, c'était super. Le mec des espadrilles m'a fait pleurer. Je fais, mais c'est génial, 3 millions, mec. C'est vrai en plus. Allez, on va poursuivre cette conférence avec d'autres histoires absolument magnifiques et une nouvelle table ronde animée par Claire Gousset. Alors, je vais vous présenter un petit peu tout le monde. Vous allez voir, les présentations sont un peu longues, mais extrêmement bien écrites. OK ? Et après, elles arrivent, on les applaudit. Ouais, tonnerre d'applaudissements et on est au taquet. Cette table ronde va être animée par Claire Gousset. Elle est dirigeante de Yes We Boost, spécialisée dans l'accompagnement individuel ou collectif. Elle est également membre du board Femmes et Challenge. Et le challenge, elle adore ça, mais surtout les vôtres. Alors, si vous souhaitez dynamiser, booster, vitaminer votre entreprise, vous appelez Claire. Elle sera accompagnée aujourd'hui donc de 4 femmes. Tout d'abord, Elisabeth Ducoté,
présidente directrice générale de Tuan. Elisabeth représente la 5e génération dirigeante de la famille à la tête du groupe qu'elle dirige avec ses 3 enfants. Alors Tuan, pour vous présenter, c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel médical, principalement dans les domaines de l'orthopédie, du textile médical et du maintien à domicile, porté par plus de 3000 salariés. En quelques années, quelques chiffres, Tuan est leader français numéro 2 en Europe. Tuan est devenu le 5e acteur mondial du dispositif médical et le groupe est présent aujourd'hui dans 110 pays et possède 18 sites industriels dans le monde. Pas mal, comme quoi il n'y a pas que les espadrilles qui marchent. Bonjour. Ensuite, la première fois que je l'ai vu, l'invité qui arrive juste après, je me suis exclamée « Waouh !» Et « Waouh !» ça tombe bien parce que ça rime avec Léa et avec Lassara. Léa Lassara est fondatrice et dirigeante de 3 hôtels et restaurants en Normandie et c'est une femme de défi. Elle est incroyable. En 2016, elle devient la 4e femme présidente d'une chambre de commerce et d'industrie et fonde le réseau Femmes et Challenge. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Léa en grande partie. Et en 2023, Léa fonde la Grande École, un lieu unique qui rassemble un restaurant, un pub, un hôtel et une école de cuisine, d'œnologie et de savoir-être. Et elle aussi, elle aime bien les classements. Léa, elle est mise à l'honneur par le magazine Forbes et fait partie des 40 femmes qui ont marqué l'année. Léa œuvre également pour cette nouvelle dynamique économique en Normandie. Elle est amoureuse du Havre également. Et ces derniers jours, elle fut l'une des 4 finalistes du très, très prestigieux prix Bold Woman Award by Veuve Clicquot, qui depuis de nombreuses années récompense les entrepreneurs audacieuses. Et encore 2 femmes vont nous rejoindre. Véronique Brouard, elle est directrice financière du centre thermal La Roche-Posay. Depuis plus de 10 ans, elle a gravi les échelons grâce à son perfectionnisme, son engagement et sa force de travail. Et pendant près de 3 décennies, elle a relevé avec brio de nombreux défis dans le domaine de la finance, tout en s'investissant dans des engagements personnels qui prennent une place importante dans sa vie. Son credo, tout est possible. Et je pense qu'on est nombreux à le partager, ce credo. Et enfin, vous aurez le plaisir de rencontrer Christine Rioux-Ferron. Elle est la présidente directrice générale de Riougla. Je suis désolée, je lis un peu, mais il y a beaucoup de textes. L'entrepreneuriat coule dans ses veines. En 2011, Christine intègre l'entreprise fondée en 1979 par ses parents, Christiane et Pierre Rioux. En avril 2022, Christine prend la fonction de présidente opérationnelle de l'entreprise, épaulée par son frère Nicolas Rioux. Femme de défi, leader humain et conviviale, elle est ambassadrice du Made in France. Christine incarne les valeurs du groupe, devenu l'un des premiers acteurs verriers européens et premier transformateur indépendant de produits verriers en France. En tout cas, voilà, les présentations sont faites. Je vous demande d'accueillir extrêmement chaleureusement, s'il vous plaît, Claire, Léa, Christine, Véronique et Elisabeth, s'il vous plaît. Merci. %. 70%, c'est le pourcentage que représentent les entreprises familiales sur le PIB mondial et 60% des emplois par conséquent. Un tiers des dirigeantes en France est un successeur familial, contre 10% des hommes. Alors le passé peut parfois apparaître comme quelque chose de lourd à porter sur les épaules, un fardeau parfois. Mais bien utilisé, il devient une rampe de lancement vers l'avenir. C'est ce que je vous propose d'explorer avec mes invités. Je vous emmène avec moi en voyage à travers le temps et l'espace. 1847. À Saint-Étienne, Tuan voit le jour. Que diraient les fondateurs de l'époque ? En voyant qu'aujourd'hui, cette ETI industrielle spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux, avec ses 3000 collaborateurs, 280 millions de chiffres d'affaires, présente en effet dans plusieurs pays évidemment, 100% de capital familial également, a une résonance mondiale et soulage des millions de patients, dont moi, et vous aussi très certainement, vous ne le savez pas, mais et est dirigée par une femme. Franchement, je pense que c'est une vraie révolution, non ? Alors, c'est vrai qu'on peut l'applaudir, en effet. Alors, en tant que 5e génération à la tête de Tuan, Elisabeth, tu as hérité d'un patrimoine industriel riche. Comment as-tu réussi, sans doute avec audace, à concilier le respect de cet héritage avec ta volonté d'insuffler un vent de modernité et d'innovation
à la fois dans l'entreprise et sans doute dans le domaine de la santé? Alors moi j'ai envie de dire, effectivement, quand on a une longue histoire derrière soi, on a une espèce, je ne peux pas dire d'obligation, mais de stimulation, de pousser pour se dire qu'est-ce qu'on va faire de ce qui a déjà duré et qui a été chez nous de l'industrie. Et ça a été très important dans mon choix. Cette entreprise m'a intéressée parce que c'était une entreprise industrielle et que l'industrie, elle est extrêmement structurante. Moi, je venais d'un métier qui n'était pas du tout celui de l'industrie, je suis psychologue. Et quand je suis rentrée à l'université, j'ai fait de la psychologie et ensuite j'ai exercé ce métier. Mais progressivement, cette entreprise qui était vraiment au cœur de notre famille et qui était, je dirais, un peu un espèce d'arrière-fond sur lequel se passaient tous les événements de la famille, parce que, comme dans beaucoup de familles, l'entreprise est près de l'endroit où nous habitions, donc on avait été baignés dans cette proximité avec l'entreprise depuis très longtemps. Cette entreprise, elle m'intéressait par son côté industriel. Et c'est vrai que c'était une période où d'ailleurs les femmes, nous n'avions pas accès aux classes préparatoires et aux métiers d'ingénieur. Et donc voilà, à un moment de la vie, au moment où mon père a eu un accident de santé très grave, j'ai été appelée à la présidence et cette entreprise m'a intéressée par son industrie et par cette obligation de continuer l'industrie dans un territoire qui est un peu particulier parce que c'est un territoire qui a eu lui-même énormément d'épreuves industrielles, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne a eu la mine, le tissage, l'arbre, etc. Et le cycle qui ont été des épreuves et des épreuves de défaite. Donc de continuer l'entreprise là-bas et d'y continuer l'industrie était quelque chose pour moi qui était passionnant. Et je crois que le métier qu'on fait, on ne le fait que si on l'aime, sinon il faut l'abandonner. Et puis ce que tu me disais aussi en préparant, c'est que c'était important aussi de ne pas se cristalliser, de ne pas se recroqueviller sur soi. C'est aussi important, un, d'avoir une vision à long terme, deux, de pouvoir aussi investir malgré parfois des choses un peu contre-intuitives. Il n'y a d'ailleurs pas de choix pour ça, parce que si on n'investit pas, on reste, je dirais, sur un stade qui très vite est un stade qui est dépassé. Dans l'industrie, il y a du progrès technologique, il y a du progrès aujourd'hui digital, absolument à tout moment. Donc si on ne prend pas ces opportunités-là pour bouger, pour aller plus loin, eh ben, très vite on régresse et à ce moment-là on disparaît. Ça va très très vite. Et puis tu t'es très vite finalement tourné vers l'extérieur. Oui, aussi, mais ça c'était pour une raison qui était très claire, c'est que quand l'entreprise m'est arrivée, quand j'ai été nommée présidente par mon père, qui m'a fait confiance, ce qui était un acte absolument fondateur et majeur, quand cette entreprise m'est arrivée à un niveau managérial, elle avait vraiment des pas à faire, mais elle était leader sur le marché français. Quand on est leader sur un marché, il faut bien faire autre chose. Et donc, il n'y a qu'une solution, c'est franchir une frontière. Et cette frontière-là, pour moi, elle se franchissait à un moment où l'Europe était en train de changer complètement. Et quand j'entends l'intuition qui est souvent évoquée dans ce cercle ici, je me dis, on n'a pas fait de grandes recherches stratégiques, on n'a pas été chercher un grand cabinet, on s'est dit, le centre européen est en train de bouger avec la chute du mur de Berlin et avec une espèce de déplacement du centre névralgique qui s'appelait l'Europe, cette nouvelle Europe, et dans lequel il n'y avait pas d'autre solution que d'aller regarder à l'Est ce qu'on pouvait faire. Donc immédiatement, moi-même, je suis allée et j'ai voyagé et très vite, j'ai acheté une entreprise en Allemagne à ce moment-là pour qu'on soit européen, ce qui est mon ambition. Super. Alors on repart en voyage, on reprend la voiture et on va à La Roche-Posay. En 1897, l'eau thermale est reconnue d'utilité publique. En 1905, la station thermale est créée, fondée, et aujourd'hui, elle est devenue le centre thermal de référence en Europe pour les maladies de peau, accueillant 8000 curistes chaque année. Monsieur Lérel, dirigeant de l'époque dans les années 90, un jour reçoit une candidature, celle de Véronique, qui souhaite faire un bac pro en comptabilité en apprentissage. Il est conquis, il valide, te voilà dans l'entreprise, malgré tes parents qui pouvaient te dire mais finalement c'est pas un milieu pour toi, c'est pas un monde pour toi. Et l'histoire finalement en a décidé autrement, puisque ça fait maintenant 30 ans que tu évolues dans cet environnement. Est-ce que tu peux nous raconter tes grands défis ? Oui, effectivement, dans le milieu des années 90, je préparais un BEP comptabilité et puis j'avais déjà la soif de découvrir le monde et puis notre pays. Je vivais dans un petit village de campagne dans le sud de la Touraine et donc je me préparais à
je voulais préparer un bac professionnel, mais en alternance, pour pouvoir aller découvrir le monde de l'entreprise. J'étais pressée d'aller découvrir ce monde de l'entreprise. Donc j'envoyais des lettres, et puis un jour, j'ai rencontré Monsieur Lérel. Et il faut savoir que La Roche-Posay est à 6 km de là où je vivais. Donc pour quelqu'un qui voulait découvrir le monde, c'était un peu loupé au départ. Mais tant pis, je me suis lancée, ma priorité c'était de découvrir l'entreprise. Monsieur Lérel m'a dit envoie-moi ta candidature et puis on verra. Et puis banco, il a retenu ma candidature. J'ai préparé ce bac pro pendant 2 ans. Et puis au bout des 2 ans, il avait racheté un hôtel qui était désaffecté depuis 10 ans. Il avait le projet de le réhabiliter. C'était plusieurs millions de francs à l'époque. Mais il m'a dit... j'ai besoin de toi, accompagne-moi, aide-moi à gérer ce budget, et puis on verra ce que ça va donner. Alors j'avais à peine 20 ans, je me suis d'abord dit, mais il est fou, je ne sais même pas si je suis capable de le faire, c'est pas possible. Et puis après réflexion, j'en ai déduit que si lui me faisait confiance, il n'y a pas de raison, je devais me faire confiance. J'ai dit banco. Et puis, en 1999, cet hôtel a ouvert ses portes, ça a été un franc succès. Et puis, à partir de ce moment-là, ça a été le début de divers challenges qu'il a pu me proposer, et une restauration de plusieurs hôtels, de centres de remise en forme, de centres thermales, la mise en place des 35 heures au début des années 2000. Voilà, tous ces petits défis professionnels. À chaque fois que je me suis dit, j'ai fait le tour, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe, il me reproposait un nouveau challenge. Et pendant ces 30 années, de fil en aiguille, au fur et à mesure de ces challenges, j'ai réussi à gravir les échelons de l'entreprise et pour arriver au poste de directrice financière maintenant. Bravo. On remonte un peu. 1977. Création du premier magasin Interiors au Havre. Évidemment, je suis sûre que vous savez de qui je vais parler. Et Interiors, c'est en effet une marque française devenue emblématique dans le secteur du mobilier et de la décoration. Alors, le bac en poche, Léa, tu intègres l'entreprise familiale créée donc, par tes parents, et à l'époque, il y avait 20 collaborateurs. Tu évolues à tous les postes. Tu deviens DG à 30 ans. Tu développes considérablement l'entreprise, puisque quand tu décides de partir, vous êtes 500 collaborateurs. Alors que personne ne s'y attend, un jour, tu décides d'écouter tes aspirations. Alors peut-être un coup de folie pour certains, de l'audace pour d'autres, du courage, je ne sais pas. Toujours est-il que tu décides de voler vers d'autres horizons. Et au final, quand on a préparé cette table, tu m'as dit... Ça a été la plus belle et sans doute la plus douloureuse expérience de ma vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'entendais-tu par là? J'entends qu'à 18 ans, le bac en poche, effectivement, je commence des études dans une école de commerce à Paris. Et puis au bout de 3 mois, mes parents me disent attends, ça sert à quoi en fait que tu fasses des études, vu que de toute façon, tu vas venir travailler avec nous. Donc ça dure encore 3 mois de plus, et effectivement, au bout de 6 mois, je les rejoins dans l'entreprise. Et c'était une petite entreprise à l'époque, et effectivement, ils m'ont fait passer par tous les postes. D'abord en Angleterre, ils m'ont envoyé, j'avais 20 ans, je suis partie en Angleterre ouvrir la filiale. Et ensuite, quand je suis revenue en France, effectivement, je suis passée par tous les postes. Donc ça m'a tout appris, parce que je pense que quand on est fille d'eux, c'est aussi un challenge, c'est-à-dire qu'on vous attend. Vous avez envie que vos parents soient fiers de vous, mais vous vous dites aussi, les collaborateurs à côté, il va falloir aussi qu'ils soient contents de m'avoir à leur côté. Et puis, mes parents m'ont fait évoluer sur plein de postes. J'ai tout fait, du chargement de camions, cirer les meubles, responsable qualité, du marketing, de la communication, et puis du commercial, et puis de l'export, beaucoup d'export. Et puis, j'ai pris la direction générale pendant 10 ans. Et ça a été incroyable. Et la décision de partir, elle n'a pas été évidente, parce que c'était tellement, comme tu l'as dit, une évidence que j'allais rester toute ma vie dans cette entreprise, parce que c'était ma destinée, pour reprendre les mots d'Audrey de ce matin, que ça a été un choc pour tout le monde. Mais moi, j'avais cette petite idée dans la tête qui germait, et j'avais envie de me lancer à mon compte. Et là, les parents me disaient, attends, je comprends pas, c'est un peu comme si c'était de la boîte quand même, Interiors. Je disais, non, c'est pas moi qui l'ai créé.
J'en suis actionnaire, mais très minoritaire. Et c'est pas ma boîte. Et moi, j'ai envie de repartir et de montrer que je peux y arriver. Et en ça, mes parents m'ont donné quelque chose d'incroyable. Ils m'ont montré l'audace. Et moi, j'ai été élevée dans une famille audacieuse, avec des grands-parents et des parents audacieux. Et donc ça a été une force. Alors pourquoi c'était douloureux ? Parce que quand vous quittez la boîte familiale et puis vos équipes, parce que j'avais des équipes incroyables. J'avais un super job, j'étais directrice générale, on était 150 ou 200 au siège social. Je voyageais dans le monde entier, j'étais très bien payée. Enfin, c'était super. Et donc c'était aussi un crève-cœur quand j'ai dû faire ça. Mais j'avais cette intuition, encore une fois, de dire non, il faut aussi que j'arrive à voler de mes propres ailes et donc il faut que je fasse le grand saut. Donc voilà pourquoi à la fois c'était douloureux et en même temps ça a été une chance incroyable et je ne regrette pas du tout mon choix aujourd'hui. Super. Et alors, peut-être que vous le savez, mais 1/3 des entreprises familiales réussissent à passer le cap de la transmission à la 2e génération. Et ce taux chute à 12% pour la 3e génération. Comme quoi, il y a vraiment un gros travail de préparation. Donc, si vous êtes concerné par cette situation de transmettre, en tout cas, votre bébé, votre entreprise, etc., ça va vraiment être important peut-être d'en parler. On en a parlé ensemble, etc. Et peut-être aussi de vous faire accompagner. 1979, nous partons à Pont-Audemer. Et alors, après avoir eu une première expérience passée au sein de la direction industrielle de la filiale française de Lincoln Electric, Christine décide de rejoindre ses parents en 2011. Anne, tu nous l'as dit. Et aujourd'hui, tu es à la tête de cette entreprise ETI industrielle spécialisée dans la production et la transformation du verre à destination du bâtiment, avec 1400 collaborateurs, 280 millions de chiffre d'affaires, présents dans 3 pays. Et alors, en préparant cette table ronde, quand c'est en effet la thématique de quand le passé devient sa force, tu m'as dit, on fait de sa plus grande blessure son plus gros talent. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors effectivement, j'ai été élevée en tant qu'enfant dans une famille où mes parents avaient beaucoup d'attention pour l'entreprise. Et très tôt, je me suis posé la question de ma place et de la place des individus. Et finalement, quand je me suis retrouvée à la tête de cette entreprise, heureuse, j'aime l'industrie, j'aime mon métier, mais finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas choisi le produit. Je n'avais pas choisi le métier. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi je vais apporter d'autre dans cette entreprise ? Et c'est là que j'ai décidé d'être présidente autrement et de créer ma famille de sens dans laquelle chacun a sa place. Donc j'ai pris des engagements forts dès ma prise de présidence, comme ouvrir le capital. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que 100% de mes collaborateurs français sont actionnaires de l'entreprise. C'était important pour moi de leur donner l'opportunité d'être propriétaires de leur outil de travail, comme moi, d'en prendre soin et de le transmettre aux générations futures. Alors peut-être pas leurs enfants, mais l'enfant de leurs voisins, l'enfant de leurs collègues. J'ai aussi créé une académie dans laquelle chacun peut être formé et exprimer son talent au mieux dans son quotidien. J'ai mis en place au sein de l'entreprise des enquêtes collaborateurs, des ateliers pour libérer la parole. Voilà, c'est des engagements que j'ai pris pour que finalement chacun puisse trouver sa place. Et les Welcome Days aussi, qui est le premier en fait, événement important pour un collaborateur qui rentre dans ton entreprise. Et là, c'était important pour toi d'aller les saluer, d'être au contact avec eux pour pouvoir les fidéliser, les intéresser, etc. C'est ça, on fait des sessions de Welcome Days régulièrement et je veux rencontrer tout le monde. Alors on reste avec toi, Christine, parce qu'on peut dire que Riou Glass a su faire évoluer en tout cas son savoir-faire au fil du temps et des générations. Comment fais-tu pour que ce patrimoine industriel réponde aux enjeux actuels et futurs, comme la durabilité et l'innovation dans le secteur du verre ? Alors pour moi, c'est bien plus qu'un patrimoine industriel, c'est un patrimoine humain aussi. Ouais. Et alors je crois beaucoup au partenariat. Alors on fait beaucoup d'innovation produit bien sûr, mais je crois beaucoup au partenariat. En fait, quand on a des sujets un petit peu complexes à gérer qui sortent un peu de notre cœur de métier, comme on l'a fait il y a quelques années sur le transport, en fait on va s'associer avec un partenaire dont c'est le métier d'origine. J'en profite pour saluer Estelle, mon associée aujourd'hui qui est dans la salle, et on l'a fait avec des partenaires clients, et on a créé par exemple une société où on démantèle les menuiseries de fin de vie pour pouvoir renvoyer dans des filières de recyclage chacun des matériaux,
le PVC dans le PVC, le bois dans le bois, l'alu dans l'alu et le verre dans le verre, parce que nous, c'est notre matière première. Donc finalement, c'est agrandir cette famille de sens en allant chercher des compétences, des talents chez des partenaires et bien souvent d'autres entreprises familiales. Et puis tu prône un vrai leadership humaniste. Si on reprend l'anecdote en fait de Lincoln, où voilà, il y avait une période assez difficile, de cette expérience passée, un peu douloureuse, finalement, tu en as fait une force et aujourd'hui, tu t'en sers dans le management finalement de ton entreprise. Oui, alors l'épisode Lincoln, on avait, en fait, on a délocalisé une partie de la production en Pologne. Et pour ce faire, la direction américaine avait fait le choix de nommer un manager de transition spécialisé dans les restructurations. Et cet homme m'avait un petit peu marqué par son manque d'empathie. Et finalement, moi, j'ai été amenée à prendre des grosses décisions comme celle-là, alors pas de délocalisation, mais de fermeture de site. Et j'ai tenu à moi-même à aller voir chacun de mes collaborateurs pour leur expliquer pourquoi. Et le jour de leur départ, être là pour leur souhaiter de rebondir, en fait, parce que je ne me voyais pas confier cette mission à quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, cher public, vous avez ici 4 femmes qui sont particulièrement engagées à faire changer les mentalités. Alors, on va commencer par toi, Léa, en effet, fondatrice de ce fabuleux réseau Femmes et Challenge. Tu travaillais à l'époque dans un contexte mixte. Donc, finalement, pour toi, ça coulait de source. Quand tu as été PDG, tu as continué à t'inscrire, en tout cas, dans cette logique-là. Et c'est en 2016, en effet, quand tu deviens présidente de la CCI, et que tu te rends compte que la réalité, finalement, elle est tout autre. Alors que les femmes représentent 52% de la population mondiale, et bien finalement, le nombre de dirigeantes femmes est beaucoup plus faible, voire minime. Et donc, il est temps pour toi de faire évoluer les mentalités. Et quel chemin parcouru depuis? On parlait du rôle modèle. Je pense qu'en effet, tu l'incarnes complètement. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tes convictions, ce qui t'anime, et peut-être où est-ce que tu vas chercher cette énergie? Bah oui, c'était une conviction. Tu l'as dit, j'arrive en 2016, me voilà présidente d'une chambre de commerce et d'industrie. Et là, effectivement, les bras m'en tombent. Alors, j'ai déjà raconté l'histoire, hein, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, mais ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que dès mes premières réunions que je fais, que ce soit avec des acteurs privés, des acteurs publics, je me retrouve la seule femme très très souvent. On est en 2016, on ne parle pas encore d'entrepreneuriat féminin, on ne parle pas encore vraiment de la place des femmes dans l'économie ou en politique. Donc, je me dis, mais elles sont où en fait, que ce soit au niveau public, privé, tout, je me dis, elles sont où? Et là, effectivement, je n'étais pas totalement naïve, je savais bien quand même qu'il y avait plus d'hommes que de femmes à des postes avec du pouvoir, mais à ce point-là, j'étais étonnée. Et là, je me dis, il y a des femmes qui ont du pouvoir ou qui ont envie, il faut les aider à oser. Et je me dis, Léa, t'es une femme, t'es chef d'entreprise, et là, t'es présidente d'une CCI, tu peux et tu dois faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je me suis dit, créons un réseau. Donc j'ai proposé à 19 autres femmes de créer ensemble un réseau. Jamais on pensait à ce moment-là qu'il serait là, qu'on serait dans un zénith, quoi, hein, vous voyez, ça c'est sûr. Et en disant, oui, il faut faire bouger. À la fois, il faut plus de mixité, ok, donc ce serait bien que les mentalités changent, mais c'était aussi de dire aux femmes, et les filles, ça ne va pas vous tomber du ciel, hein, donc il faut y aller, et on doit pouvoir y arriver. Donc c'est comme ça, et donc cette énergie, en fait, elle est portée par aussi les rencontres que je peux faire tout le temps. Moi, je me suis régalée de notre visio quand on a préparé, par exemple, depuis ce matin, et tout ça, ça nourrit. On se dit, mais oui, il y a des choses à faire avec comme première valeur la mixité, bien sûr. Et donc, cette énergie, je la tire de tout le monde, voilà. Et je crois que je suis née avec un petit peu quand même. Super. Alors, Elisabeth, tu es également, toi aussi, depuis plus de 20 ans, en fait, engagée dans différentes instances stratégiques. Je dirais que tes combats sont le développement de l'industrie, la place grandissante des femmes dans l'industrie et aussi l'importance des ETI, puisque tu as été la première femme présidente du METI. Tu as même été voir Yvon Gattaz en lui disant et si on co-créait, co-dirigeait en fait le prix Yvon Gattaz, Elisabeth du côté maintenant, qui symbolise vraiment l'importance des ETI dans l'économie française. Là aussi, j'aurais tendance peut-être que tu as été chercher cette énergie et cette force dans ta propre histoire en tant que première femme à accéder à un poste de PDG chez Chuan?
Alors, en fait, ce n'est pas le fait d'avoir été une femme qui m'a donné tant d'énergie, parce que dans une famille et dans une entreprise familiale comme la nôtre, quand il y a le dirigeant qui disparaît, ce qui était le cas, moi, que j'ai vécu pour mon grand-père, Maurice Thuann, et ensuite pour mon père, les collaborateurs qui sont là, parce qu'ils sont tous là, ils se disent, est-ce que quelqu'un va reprendre? Ils ne se disent pas, est-ce que c'est une fille ou est-ce que ce n'est pas une fille? Ils se disent, est-ce que quelqu'un va reprendre? C'est-à-dire, est-ce que ça va continuer? Et est-ce que lundi matin, on aura encore notre job? Et c'est ça qui m'a poussée. C'est cette, je dirais, cette aspiration par des collaborateurs qui avaient envie que ça continue. Et ça, c'est extrêmement puissant. Je dirais, c'est une motivation qui est énorme. C'est celle que nous confèrent ceux qui nous appellent à quelque chose. Et c'est vrai que Yvon Gattaz m'a appelé, alors mon père m'a appelé à la présidence de ce groupe, et Yvon Gattaz m'a appelé à l'aider, à être à côté de lui, à cette émergence des ETI qui était un domaine strictement inconnu. Personne ne savait ce qu'étaient ces entreprises qui n'étaient ni des petites ni des grandes. Et il y avait au milieu cet espace inconnu qui était complètement identifié en Allemagne, absolument inconnu en France, et où il y avait simplement 25% de l'économie française, c'est-à-dire pas tout à fait rien, et 30% des exportations. Et Yvon Gattaz, effectivement, m'a fait, je dirais, un peu la même confiance que celle que m'a fait mon père, en me disant commençons, et alors en même temps il y a eu tout le travail politique dans lequel moi j'avais aucune préparation particulière, mais tout le travail politique d'aller convaincre nos autorités de faire attention à nous, de réfléchir avec nous à ce qu'on pouvait être, et puis l'arrivée avec Nicolas Sarkozy de l'identité de cette ETI. Tout d'un coup, on avait une carte d'identité, on avait une définition, et donc on était prêt à avoir un mouvement qui s'appelle aujourd'hui le METI. Et donc, effectivement, j'ai eu la présidence et j'ai eu la chance, et maintenant, j'ai fait un mandat de 4 ans, et un seul, parce que ça prend 30 ou 35% de notre temps. Mais ce qui était très important aussi pour moi, c'est que j'ai vraiment la conviction que le dirigeant ne peut pas être seul. Et comme il a bien sûr un mode, je dirais, de collaboratif avec ses collaborateurs, mais que tout ne peut pas être échangé, il y a des lieux de l'obligation de l'échange. Et alors moi, j'ai été sollicitée, bien sûr, comme tous, dans beaucoup de lieux, et je n'ai conservé les lieux de présidence ou de contribution que dans des endroits où je me disais, je trouve des idées pour mon propre groupe. Et dans les métiers, j'avais beaucoup d'idées parce que je voyais mes confrères qui faisaient leur travail, et ça, c'était extrêmement inspirant. Super. Véronique, toi aussi, tu es extrêmement impliquée, engagée dans le tissu local et régional, avec de nombreux mandats, 2 associations. Pour quelles raisons est-ce important pour toi, et qu'est-ce que tu as envie de transmettre finalement par rapport à l'expérience finalement que tu as acquis? Eh bien, oui, effectivement, je suis engagée dans quelques activités extra-professionnelles. Je suis au Crédit Agricole, à la CCI de la Vienne ou encore au tribunal de commerce de Poitiers. Pourquoi, sur mon temps personnel ou encore ici aujourd'hui, eh bien, c'est pour témoigner aussi auprès de la jeune génération et auprès d'autres que si j'y suis arrivée, pourquoi pas vous? C'est possible pour tout le monde. Moi qui suis native d'un milieu plutôt modeste, où les croyances familiales, c'était de se dire mais ce monde-là, c'est bien, mais c'est pas pour nous. Ma mère me disait, je te le souhaite, mais c'est pas pour nous. Chacun a sa place dans la société, et la nôtre, c'est pas celle-ci. Et dans ma tête de petite fille, je me disais, mais pourquoi? Est-ce que c'est écrit quelque part que ce monde-là n'est pas pour nous? Tout est ouvert à tout le monde. Et puis, je voudrais dire à toutes les personnes que je peux croiser aujourd'hui dans ces actions-là, c'est de croire en sa chance et puis la faire fructifier aussi par un peu de travail, certainement, même beaucoup, de l'audace, de la ténacité, de la force de caractère. Et voilà, et grâce à cela, tout est possible. J'en suis la preuve, je crois, en tout cas. Super. Il nous reste 1 minute, mesdames. Un dernier conseil, un dernier mot, une citation, un livre. Voilà. Comment est-ce que vous avez envie d'inspirer finalement toutes les personnes ici présentes? Elisabeth, commence par toi. Moi, j'aime Camus, je lis beaucoup Camus, et Camus nous dit la véritable générosité pour l'avenir, c'est de tout donner au présent. Voilà, moi, c'est ce que nous essayons de faire dans notre groupe. Merci. Léa? Alors moi, j'ai pas réfléchi à une citation, juste un petit message à faire passer, parce que souvent on m'interroge là-dessus, c'est que je crois qu'on n'est pas obligé non plus de prendre la suite de ses parents ou de ses grands-parents. Quand ça se passe bien, c'est formidable,
mais ce n'est pas une obligation. Et je croise beaucoup de personnes qui m'interrogent sur le sujet. Et voilà, c'est de faire passer, parce qu'on peut aussi s'épanouir en dehors. Et il ne faut pas que le fardeau soit un trop gros fardeau, alors qu'on a là, sur cette table, des vraies réussites qui ont été, avec des femmes incroyables qui savent faire avec, mais ce n'est pas toujours le cas et on peut parfois faire autrement. Super. Véronique? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, croire en soi. Moi, c'est surtout un hommage que je voulais passer là très rapidement. On a beaucoup parlé des relations hommes-femmes aussi, on sait que ce n'est pas toujours facile. Dans ma situation personnelle, c'était plutôt le contraire. J'ai eu la chance de croiser ou d'avoir des hommes dans ma vie qui ont marqué et mon existence et mon parcours. Il y a d'abord eu mon papa qui, sa seule volonté, c'était que je sache lire et écrire. Point. Il voulait rien de plus, lire et écrire. Ensuite, Monsieur Lérel qui m'a offert cette chance et m'a fait confiance. Et puis les hommes qui ont partagé ma vie, ils ont été là, ils ont su m'accompagner, m'encourager, ils ont eu confiance en moi. Et puis ils ont su aussi se mettre dans l'ombre quand c'était nécessaire, malgré toute la testostérone qui peut couler en eux. Ils ont été là malgré tout. Et je les remercie aujourd'hui. Voilà, ils ne sont pas là, mais ils savent ce que je pense. Merci beaucoup. Et Christine, on termine par toi. Allez, une conviction, si l'entreprise demain n'est pas humaine, elle ne sera pas. Eh ben, nous terminons là-dessus. Merci mesdames. Anne, une question, une ou deux questions? Alors, c'est à vous. Est-ce que quelqu'un aurait envie de poser une question à nos invités? Des questions courtes. On te reconnaît bien là, Anne. Non, on a un timing. Qui a des questions, chers amis, que je cours, je vole à vous? Vous avez quand même des gens inspirants devant vous. Non? Oui? Il en faut une. Regarde, je viens à vous. Élise, super. Écoutez, bonjour Élise. Vous pouvez toutes répondre. On dit souvent qu'il est difficile pour un fils de reprendre derrière son père parce qu'il est difficile d'être le fils d'eux. Est-il difficile d'être la fille d'eux? Une très bonne question. Merci. De rien. Très bien. À méditer, là, visiblement. Moi, je veux bien répondre. Qui veut répondre? Je dirais que quel que soit le genre garçon ou fille, je pense qu'il y a un sujet de légitimité et que moi j'ai exploré longuement. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était surtout la légitimité de soi-même avec soi-même. Parce que pour reprendre ce que disait Elisabeth tout à l'heure, c'est que en fait, les collaborateurs, ils ont juste besoin de savoir s'il y aura quelqu'un. Et finalement, on s'interroge beaucoup, mais c'est soi-même avec soi-même plus que finalement le regard des autres. C'est comme ça que moi je l'ai vécu en tous les cas. Merci. Très bien. Une autre question? Je peux compléter juste par quelque chose aussi. Je crois que dans ces cas-là, parce que j'ai déjà un peu répondu à la question tout à l'heure, mais je crois que c'est aussi fille d'eux, c'est aussi aux parents, que ce soit quand on est la fille si c'est sa maman ou son papa qui dirige l'entreprise, c'est aussi, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est aussi aux parents de préparer l'arrivée d'un enfant pour être légitime en tant que fils d'eux ou fille d'eux. Ce que je crois aussi, c'est que finalement, il y a besoin vraiment de respecter le style du suivant. Et donc, celui qui transmet doit se dire que celui qui va prendre ne fera pas la même chose et que ça doit être accepté. Sinon, si on ne respecte pas le style de chacun, la personnalité de chacun, son parcours, et qu'on essaie d'avoir un espèce de continuum de style, ça ne marche pas. Il faut que chaque génération ait son style. Et dans le fond, c'est probablement ce que nous avons, nous les femmes, de plus intéressant à vivre, c'est qu'avant nous, il n'y a pas eu forcément un modèle. Et je trouve ce modèle qui n'existe pas, parce que dans le fond, on invente notre modèle au moment où on prend le management, ça donne beaucoup de liberté et ça donne finalement l'occasion d'inventer des modèles nouveaux qui n'existaient pas forcément dans un modèle qui était très masculin avant nous. Donc je trouve, voilà, ça donne de la liberté, mais il faut laisser de la liberté à celui auquel on transmet. Parfait. Anne, y a-t-il une autre question? Oui. Je te vois là-bas. OK. Oui, bonjour à toutes et tous. C'est Maud. Maud Duché, effectivement. J'ai une question plutôt pour Christine, puisque c'est vous qui avez dit que l'humain est vraiment important et à mettre au cœur de l'entreprise.
Et ce serait quoi pour vous les clés que vous conseillerez en fait pour mettre ça en pratique au quotidien dans son entreprise? J'ai donné beaucoup d'exemples tout à l'heure. Je dirais que c'est déjà de porter de l'attention à l'ensemble de ces équipes et puis mettre des actions concrètes qui permettent à chacun de trouver une place. Moi, je suis arrivée à un moment dans l'entreprise avait déjà une grande taille. J'ai occupé certains postes, mais je n'ai pas pu occuper tous les postes. Donc finalement, c'est avoir en tête qu'on a besoin de tout le monde, que chacun à son poste est important. Il y a des choses que certains savent faire sur les machines-outils de nos usines que je ne sais pas moi-même faire. Donc c'est bien avoir en tête que on est tous un maillon de la chaîne, une équipe, on est tous importants. Et dans les actions au quotidien, c'est de mettre en avant cette importance en créant tout ce que j'ai pu citer tout à l'heure et que je crée aujourd'hui. C'est de leur donner des espaces où ils sont pris en compte en tant qu'individus, soit pour développer leurs talents, soit pour investir dans l'entreprise, soit pour s'exprimer via des ateliers de parole ou les considérer en fait. Super, et ce sera le mot de la fin, n'est-ce pas Anne? Merci beaucoup mesdames. Merci à vous. Merci à vous mesdames. Petite photo pour Anne, la photographe. Oui, mesdames. Anne, la photographe. Juste là. Merci beaucoup sous vos applaudissements. Nous sommes en train, mesdames et messieurs, de vivre un moment hors du temps, une journée absolument merveilleuse. Et il y a certains, peut-être, moments qui vous ont marqué, une rencontre, un propos, ou bien encore ce moment où vous avez découvert qu'Éric l'archevêque n'était pas le père de mon enfant. Je sais, ça a marqué beaucoup de gens. Le père, il est derrière, d'ailleurs, il vend du chocolat, il est facile à reconnaître, c'est le plus beau gosse. Mais nous ne sommes pas là. N'hésitez pas à aller lui acheter du chocolat, il faut qu'on achète une poussette. Merci. Mais en tout cas, j'ai le grand plaisir de vous présenter notre prochaine intervenante. Elle s'appelle Sophie Hébert Delaunay. Elle est la fondatrice du programme Femmes équilibrées. Elle accompagne des femmes visionnaires à concilier leur rôle de leader avec un équilibre de vie sans compromis, ni sur leur santé, ni sur leur énergie. Ingénieure de formation, Sophie a brillamment réorienté sa carrière vers les médecines alternatives. On va vous proposer une petite expérience, je crois. Elle est ambassadrice Femmes et Challenge du Café Saint-Lô. Elle est avec nous maintenant. Merci d'accueillir très chaleureusement Sophie Hébert Delaunay pour un moment suspendu. Bonjour. C'est la fin de notre après-midi ensemble et j'ai le grand plaisir de vous offrir un beau cadeau. Ce beau cadeau, c'est un outil puissant qui va vous aider, là, ici, maintenant, à forcer votre destin. Est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Je vais vous inviter à rentrer dans l'expérience, vous laisser porter par la musique et par ma voix. Simplement, fermez les yeux et autorisez-vous à entrer dans votre fort intérieur maintenant, tout en étant conscient de votre respiration, la main sur le cœur. Inspirez et expirez. Ressentez le sol sous vos pieds et imaginez-vous bien stable et ancré dans le sol. Bien. Et maintenant, imaginez un faisceau jaillir du sommet de votre tête, vous reliant à votre unique étoile d'âme, vous permettant d'être guidé, ancré, présent, protégé et soutenu. Parfait.
Alors que vous prenez conscience de votre propre énergie, déclarez maintenant que tous les états, toutes les fréquences ou couches d'informations qui ne sont pas les vôtres et qui ne sont pas des plus élevés disparaissent, se dissolvent, se dissipent et se suppriment maintenant, permettant à votre système et à votre champ d'énergie de revenir dans son état naturel de pureté, d'abondance, de présence, d'ouverture, de réceptivité. Et maintenant, prenez un moment pour laisser venir à vous la phrase, le mot unique que vous avez entendu ici aujourd'hui et qui vous a le plus touché, le plus ému, le plus inspiré. Ça peut être une idée irraisonnable mais tellement belle, une notion qui vous fait rêver, qui vous illumine. Accueillez cette idée, osez accueillir sa puissance et son potentiel et la capacité intrinsèque de transformation et d'inspiration pour vous de cette idée. Et maintenant, laissez votre guidance personnelle venir et vous aider à faire de cette idée une vision pour vous-même. Laissez votre intuition ouvrir des couches plus profondes de votre conscience afin que vous puissiez vraiment vous ouvrir et recevoir toutes les informations et la magie qui sont ici pour vous. C'est cela. Maintenant, imaginez. Vous avez la possibilité de projeter dans votre esprit une vision d'une nouvelle réalité que vous pouvez mettre en place cette idée. Imaginez cette idée prendre place dans votre vie. Que voyez-vous? Que vivez-vous? Où êtes-vous? Que ressentez-vous? Et maintenant, laissez toutes ces sensations vibrer dans votre cœur. Ne faites plus qu'un avec cette vision. Laissez-la infuser en vous, autorisant cette énergie de possibilité de venir en vous, de vous nourrir de l'intérieur, nourrir chaque cellule de votre corps. Sentez cette énergie de possibilité et d'ouverture lumineuse, disponible et expansive, pulser à travers chaque cellule de votre être. Maintenant, autorisez-vous à ancrer et stabiliser toute cette énergie au centre même de votre cœur, de l'ici et du maintenant. C'est cela. Et pour finir, remerciez-vous. Merci pour la clarté de la vision que je reçois. Merci de me permettre d'élargir ma capacité à recevoir des visions au-delà de mon imagination la plus ambitieuse et de mes attentes les plus osées. Et merci pour ma capacité à entrer dans une itération encore plus élevée de moi-même pour contribuer de manière positive à ce monde. Merci. Alors que vous vous autorisez à revenir doucement dans l'ici et le maintenant, reprenez d'abord conscience de votre respiration. Puis ouvrez les yeux tout en étant pleinement présent, ici, maintenant, ouvert et disponible. Bien. Alors que tout le monde revient doucement à lui, je vous invite à sourire à votre voisin pour le remercier de sa présence à vos côtés et de vous applaudir.
Donc je vous ai parlé de cadeaux, c'est un vrai cadeau. Prenez votre téléphone et vous pouvez photographier l'écran derrière moi et retrouver dès ce soir, dès maintenant, la visualisation que nous venons de vivre ensemble et que vous pouvez revivre évidemment chez vous. Merci. Donc un dernier mot, ce fut un vrai plaisir de partager et de vivre ce moment avec vous. Et merci encore, on se retrouve au cocktail. Et merci beaucoup à Sophie Hébert-Delaunay. C'était chouette, non? Vous avez choisi quoi comme mot? Oser, machin. Ah, moi j'ai choisi espadrille. J'ai vu une entreprise à Vierzon. J'étais là, ah ouais, c'est là qu'il faut investir. Je vais rappeler mon Eric. File de 3 millions, Rico. Allez, c'est parti. On part dans la pompe. Allez, on va marquer un nouveau temps d'arrêt. Vous allez pouvoir retrouver tous les speakers qu'on a vus tout à l'heure, comme d'habitude, à l'espace rencontre et dédicaces. N'hésitez pas, une fois encore, à explorer le village forum. Alors, juste quelques petites infos. Ne manquez pas la rencontre avec les réseaux qui commencent là, dès maintenant, en espace off. C'est à la place du Speed Conseil. C'est jusqu'à 18h. Petite info, on vous donne rendez-vous donc ici à 18h pour la dernière conférence de la journée avec notre fameux Happy Hour. Réveillons notre pouvoir d'agir. Ce sera avec l'extraordinaire Frédéric Bedos. Aucun lien avec Nicolas, ce qui n'est pas plus mal en ce moment. Mais Frédéric Bedos sera notre invité et elle est juste incroyable. Petite info supplémentaire, les billets journée cette année vous donnent également l'accès à la conférence Happy Hour de 18h, donc restez bien avec nous. Et info essentielle, on va parler de l'apéro. Voilà, ça c'est important. Si vous n'avez pas encore pris votre billet pour le cocktail de 19h, il est encore temps d'en acheter un à l'accueil. N'hésitez pas à boire ma quantité d'alcool. Je ne peux pas, je suis au jus d'orange, je vous file mon billet si vous voulez. Et une grande partie des speakers seront encore là pour partager avec vous un moment de convivialité. En tout cas, merci pour votre attention et on se donne rendez-vous à 18h. À tout de suite.